Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marhalebiya pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. La couverture continue autour de cette date, de cette année 2019, la révolution du sourire. Nous sommes le 9 février 2019. La coupole d'Alger pleine à craquer tout de même. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika est officialisée. Abdelaziz Bouteflika, on le rappelle, au pouvoir pendant plusieurs années en tant que président, pendant près de 20 ans. Un président censé d'ailleurs représenter tout un peuple, représenter l'Algérie, proposer et mettre en place un projet politique prospère, plein d'avenir. Permettre aux Algériens de vivre dignement dans leur pays, toute une jeunesse, quand on sait qu'aujourd'hui ils sont encore très nombreux, selon notamment une seule ONG du côté de l'Espagne, près de 700 jeunes femmes, hommes, petits, des enfants, des personnes âgées ont perdu la vie, notamment lorsqu'ils prennent ces embarcations de fortune pour quitter le pays, un pays qu'ils aiment tant, mais ça veut tout dire. Comment vivre dignement dans leur pays, c'est ce qu'était censé notamment faire Abdelaziz Bouteflika. On sait où en est le pays aujourd'hui, on y reviendra. Mais ce jour-là, ce 9 février, en fin de meeting, les Algériens et les Algériennes seront à nouveau meurtris, j'ai envie de dire heurtés dans leur dignité, leur respect, leur citoyenneté, puisque pour annoncer l'arrivée du président de l'époque, un président, on le rappelle, totalement absent de la scène politique, c'est ce 8 mai 2012 que les Algériens entendront notamment la voix d'Abdelaziz Bouteflika pour la dernière fois, pour cause état de santé, puisqu'en mars 2013, donc il y a cet AVC, eh bien, des images qui resteront notamment dans les annales des réseaux sociaux, des images qui auront fait aussi le tour du monde, puisque en fin de meeting, Abdelaziz Bouteflika ne sera pas accompagné. Il aurait pu venir ce jour-là, malgré son état de santé. Eh bien non, il sera représenté en photo figée à l'intérieur d'un cadre. C'est la goutte donc de trop. Et quelques jours après, cette révolution, la révolution du sourire, le mouvement, comme on le traduit, le Hirak, donc est né depuis le 16 février. Des millions d'Algériens et d'Algériennes à travers le pays pendant plusieurs mois, mais aussi à travers le monde, j'ai envie de dire le Canada, aussi Londres, mais les États-Unis, Genève, l'Espagne, l'Italie, New York ou encore la Belgique. Ils ont été très nombreux à revenir sur les mêmes slogans. D'abord un changement de système, un État démocratique, liberté, justice, Daoula, Madaniya, Machi Askaria, quand on sait qu'officiellement le chef d'état-major a fait son entrée au gouvernement il y a quelques semaines. Ce Daoula, Madaniya, Machi Askaria est loin donc d'avoir été entendu. Voilà, un moment qui a tant fait parler de lui, qui continue encore et encore, un pouvoir qui a été aussi aidé par la Covid, malheureusement, pour le peuple en tout cas, mais aussi un pouvoir qui a fait aussi appel et qui continue à faire appel aux mêmes méthodes de répression en tout genre. On va en parler, puisqu'encore aujourd'hui, les Algériens subissent une répression. La liberté, la justice est loin d'être présente. Alors un beau plateau ce soir, j'ai envie de dire il y a du lourd. Bienvenue à tous les quatre. Pour commencer sur le plateau, docteur Nora Bekouche, bonsoir, cher docteur, merci d'être là, militante politique, merci d'être avec nous. Bonsoir Chaben, bonsoir à tous les téléspectateurs, toujours un plaisir d'être parmi vous, merci. Merci infiniment. Il est avec nous aussi, alors toujours humble, observateur politique, on en parlait tout à l'heure, longue carrière dans la politique aussi. Bonsoir, cher docteur Sidi Ahmed Sidi Menad, bienvenue. Bonsoir Chaben, encore une fois merci pour cette invitation sur le plateau de Marhalebiya qui est une première pour moi et je dois dire que je suis très ému d'être ici avec vous, merci. Merci infiniment. Bon, je vais quand même le présenter. Journaliste, éditorialiste politique et écrivain. Vous le retrouvez tous les soirs, notamment avec l'édito. Il a été longtemps aux commandes de plusieurs émissions. Merci, Jamaldine Benchenouf, d'être présent, d'être toujours fidèle. Alors, je le dis à chaque fois et c'est important. Je sais que vous aussi, vous avez ce syndrome de l'humilité, mais ça existe. Vous avez été longtemps, vous avez des responsabilités au pays, longtemps journaliste, mais vous n'avez jamais accepté ce qu'on vous proposait. Vous avez gardé votre dignité, votre fierté, votre intégrité et malheureusement aujourd'hui vous avez dû quitter le pays, mais en tout cas vous avez toujours renoncé aux propositions et c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Tout le plaisir et l'honneur, mon cher Chaben, sont pour moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir un peu trop complimenté à mon humble avis. Mais sans, non, certes.
Mais c'est Sans une fausse réalité. modestie, hein, mais soit. c'est une, non, mais c'est un. Il y a cette modestie-là, mais on va évoquer les élites dans quelques instants, parce que je sais que ça vous parle. Docteur Sidi Menad, ça vous parle aussi, puisqu'on va essayer de tenter, avec vous aussi, docteur Bekouche, de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait demain. Comment les élites prennent la parole, comment on peut avancer à l'étranger, mais aussi comment on peut avancer en Algérie. Et c'est vrai que lorsqu'on a en Algérie des élites à votre humble niveau, Djamaldine, mais en tout cas, vous avez toujours souhaité garder votre cap. Vous auriez pu gagner votre vie autrement et faire autre chose. Et aujourd'hui, vous êtes au sein de la chaîne depuis plusieurs années. On vous retrouve sur les réseaux. Docteur Sidi Menad, Sidi Ahmed, vous étiez à Paris, à chaud comme ça. Quelques mots. Il y a eu tout de même du monde. Alors, on n'était pas en 2019 à République, mais qu'est-ce que vous avez ressenti ? Oui, d'abord, j'ai ressenti beaucoup de fierté d'être parmi mes sœurs et mes frères. Parce que c'est... la dernière fois que j'étais à République, c'est en 2020. Et il y avait effectivement un monde qui était innombrable, mais qui nous donnait ce grand espoir, justement, de faire bouger les choses, de constituer une sorte de rapport de force avec ce pouvoir. Mais hier, certes, nous n'avions pas les chiffres qui existaient en 2020, mais je dois dire une chose, c'est que l'engagement de tous ces militants à Paris, je leur ai dit ça avec beaucoup de conviction, chacun d'entre eux, c'est 100 militants. Donc on parle peut-être de 400 qui étaient présents à Place de République, et moi je multiplie ça par 100. Donc il y a eu cette ferveur, et surtout il y a eu un mot d'ordre. C'est ça qui est important, c'est le message que je veux rapporter ici. Le mot d'ordre, c'est l'union. Il faut que nous ayons cette faculté de nous unir pour un seul but, parce que ce que nous avons en face de nous n'a aucune pitié, aucun état d'âme, et nous ne devons pas en avoir de notre côté. Donc il faudra provoquer ce déclic avec tous les moyens dont nous disposons, les moyens pacifiques, s'entend. Et je crois que hier, quelque chose s'est passé. Voilà, c'est le message que je veux rapporter de Paris. Alors je rappelle aussi que l'universitaire, écrivain, imam Nordine Aoussad viendra nous rejoindre dans quelques minutes. On va devoir libérer le docteur Nora Bekouche qui a d'autres rendez-vous. Mais docteur aussi, quand on écoute docteur Ahmed Sidi Menad, et je vais aussi interpeller Djamaldine là-dessus, c'est quelque part, ça continue encore et encore. Ça continue avec vos engagements ici, ça continue des conférences, des réseaux sociaux, mais il y a toujours cet espoir, quoi qu'il arrive, effectivement 10, 400, 4000 personnes, mais en tout cas encore hier, il y avait du monde à République. L'espoir continue. Mais bien sûr, hein, si on est là, c'est que l'espoir continue, et l'espoir, j'allais dire, on n'est jamais passé, quand on est convaincu par quelque chose, et quand notre objectif est clair, et là il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas unis, parce que l'objectif est le même, hein. Ça on est d'accord. Le peuple algérien, il veut un changement radical, et donc passer à autre chose, un pays libre, un état de droit et des libertés. Donc l'espoir continue, on n'a pas encore atteint l'objectif, et donc le travail doit continuer, et même indépendamment du monde peut-être, parce qu'on a tendance un peu à voir uniquement, et on pense que on s'accroche un peu à ce qui est visible, mais ça, le nombre, certes, peut-être sur la place de la République, il était pas le nombre là, mais ça ne veut pas dire que les gens ont arrêté le hirak, ont arrêté le combat, donc ça continue, et donc ceux qui sont en train de travailler sont beaucoup plus importants, beaucoup plus que ceux qui... donc il ne faut pas qu'on... Voilà. Les apparences sont souvent trompeuses. Ça, c'est... Djamaldine, tout au long de l'année, vous intervenez, tout au long de l'année, vous réagissez aussi sur vos réseaux sociaux. Quand on voit aussi cette présence hier à République, c'est aussi quelque part la flamme qui vous anime, vous, quand on vous lit, etc. Voilà, c'est pas terminé, d'ailleurs c'est loin d'être terminé, ça continue encore. Lorsqu'on entend qu'il y a du monde hier à République, au niveau de la diaspora, qu'est-ce que vous ressentez? C'est très réconfortant, c'est très émouvant.
parce que la place de la République a été le bastion du Hirak de la diaspora. Il était suivi de partout, du Canada, des États-Unis, d'Italie, d'Espagne. Tout le monde se branchait sur les réseaux sociaux et sur le Maghreb qui a beaucoup couvert. Parce que c'était en quelque sorte le cœur battant du Hirak à l'extérieur. À plus forte raison, lors des périodes les plus dures de la répression dans le pays. Donc tous les regards se portaient sur... Et c'est pour ça que d'ailleurs les BSP, les gens qui sont du DRS dans les ambassades et les consulats d'Algérie à l'étranger, les fameux BSP, qui Bureau de sécurité et de prévention, pour ne pas dire bureau d'espionnage, de flicage et de retournement, ont mis le paquet sur Paris. Le paquet. Ils recrutaient des Baltagias à prix d'or. Ils les shootaient comme dans les années 90, quand ils shootaient les faux terroristes et les soldats qu'ils ont envoyés massacrer les villageois. Ils leur donnaient ce qu'on appelle Madame Courage, une pilule bleue, dont j'ai oublié le nom, Nora, et qui, mélangée à de l'alcool, vous transformait en fauve, et capable d'exterminer père et mère. Et ils envoyaient des gens, y compris, très curieusement, y compris comment on dit, les haragas, qui ont vendu les bijoux de leur maman, de leur sœur pour venir pour une vie meilleure, qui ont été récupérés par ces consulats, par ces BSP, qui les payaient, qui leur donnaient de quoi boire, de quoi se shooter, et qui les envoyaient à la place de la République avec des couteaux pour menacer les gens. Vous les avez vus, Chaban, on était ensemble. Et donc, moi, quand si Ahmed m'a parlé de ce qu'il a vu à la place de la République, j'ai eu un mot qu'il a repris à son compte. Il m'a dit, c'est le bien aussi. C'est émouvant. C'est émouvant de voir que ce peuple ne baisse pas les bras malgré tout ce qu'il a enduré, malgré tout ce qu'on a entrepris contre lui pour le décourager, pour dresser les Algériens les uns contre les autres. Mais ce peuple est resté, et je ne fais pas de démagogie ni de populisme, mais ce peuple est resté admirable malgré tout ce qu'il a subi. Et on va y revenir bien évidemment ce soir. Alors je voudrais saluer bien évidemment nos équipes en régie. Bon, je les ai un peu induits en erreur. Voilà, je leur ai demandé de passer cette image. C'était pas le bon moment. Là, c'est le bon moment. J'ai tout de même, voilà, sans peut-être trop martyriser votre esprit, cher docteur Sidi Mennad, mais quand on voit cette une parue hier, c'est quand même assez incroyable. L'eau, le logement, le blé, le rail. Alors, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Hein. Il y en a qui envoient même des plats de cuisine juste derrière. Docteur, qu'est-ce que ça vous évoque? On voit le président Abdelmadjid Tebboune. Alors, je parlais bien évidemment d'Abdelaziz Bouteflika, mais on va essayer de comprendre maintenant. Est-ce que c'est toujours la même Algérie que du temps de Bouteflika? Est-ce que ça va mieux? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette une de presse? C'est lui. Tout d'abord, Chaban, je vous demande pourquoi vous m'imposez cette torture. Franchement, parce que je crois que c'est pire que de l'outrecuidance. Voir ça, c'est peut-être, je dirais même du temps du nazisme, avec cette propagande qui était abracadabrante et qui, quelque part, montrait à quel point on pouvait essayer de tromper un peuple. Mais là, je crois que ça ne pourrait pas passer. C'est lui, quoi, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de gaz. C'est vrai que c'est comme si aujourd'hui il n'y a pas de coupure d'eau, il n'y a pas de coupure de gaz. Le rail, c'est quoi le rail? Quel rail? Qu'est-ce qu'il y a eu comme, je dirais, à part sur les réseaux sociaux, bien sûr, on nous annonce le fameux train Tamanrasset Alger, TGV. En 7 ou 8 heures. Oui, en 7 ou 8 heures. Kilomètres. Oui, c'est quelque chose qui est comment dirais-je, d'une absurdité qui ne se mesure plus. Ce n'est pas possible. Comment peut-on, dans un pays où, en tout cas à l'époque de la Révolution,
on parlait, on disait un seul héros, le peuple. C'est-à-dire le zaïmisme, cette histoire de rendre les gens un peu comme Superman, ça n'existait pas, puisqu'on fait référence à la. Mais derrière cette absurdité, novembre vous allez réagir tous les trois. Derrière cette absurdité, il y a tous les qualificatifs. Je vois Jamaldine déjà qui se gargarise, et c'est bien, on va l'entendre. Mais dans quelle Algérie donc vivent les Algériens aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est assez choquant, en tant que, d'ailleurs nous en tant qu'hommes de médias aussi, on voit ça. C'est quoi? On est dans une dictature. Enfin, le culte de la personnalité poussé à des limites intolérables, parce que je suis convaincu que c'est une souffrance pour tout le monde, y compris ceux qui sont autour de Tebboune. Je suis convaincu que quelque part, il y a des gens qui disent « mais attendez, on ne peut pas aller jusque-là ». Ça devient, je dirais, ingérable comme idée. Et moi, je me dis, est-ce que quelque part, ce n'est pas la dérive de trop? Vous aviez dit tout à l'heure, quand on avait placé le cadre de Bouteflika à un meeting, je crois, en 2013, ça a été ou en 2019, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que ça devrait être la goutte qui ferait déborder le vase. Parce qu'en arriver à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que quelque part, ils sont complètement, je dirais, déboulonnés, même dans leur esprit. Leur cerveau ne fonctionne plus. Voilà, moi, je ne peux pas dire plus que cela, franchement. Docteur Noir Bekouche est avec nous, d'autant plus que on prend l'eau, c'est faux, puisque là, on en parlait ce matin, Jamaldine, aujourd'hui dans les rues de la capitale, une grande capitale, Alger, d'un pays continent, les citernes en plastique, de couleur verte et bleue, en plastique, hein, mais attendez... et blanches, mais surtout, elles sont en train de pousser à floison, alors on passe ces images, elles sont en train de pousser à floison sur les façades d'immeubles, elles sont fixées donc avec des fixations métalliques, ce sont des citernes enfin, il y a eu les paraboles, d'ailleurs vous avez fait un bel édito je crois là-dessus, Jamaldine. Maintenant, donc il y a des problèmes d'eau après les paraboles, il y a les citernes aujourd'hui sur les façades d'immeubles. Donc c'est déjà, l'information est fausse, mais derrière on sent tout de même une sorte de suprématie, d'autoritarisme. Quand vous voyez cette une, à 22 février 2025, et de provocation surtout. À chaque fois, on se dit, ce système, ce régime, jusqu'où il peut aller, et on se dit, non mais on a atteint vraiment le fond, mais je ne sais pas par quel tour de passe-passe ou magie, ils creusent encore, ils arrivent à trouver le moyen pour creuser encore plus profond. Yani, ils veulent quoi? Enterrer ce peuple? Yani, oui, c'est hallucinant. Donc c'est ce qu'a dit Dr Mned, mais après, je ne sais pas qui était à l'origine de cela. Est-ce qu'ils veulent convaincre le peuple? Est-ce qu'ils veulent convaincre le cercle autour de se désigner, ou est-ce qu'ils veulent le convaincre lui que réellement c'est vrai ce qui est écrit? Après aussi on peut se poser la question sur le plan, si on va un peu en termes de communication, puisque normalement c'est un journal, l'eau, le logement, le blé, c'est lui, c'est à cause de lui ou grâce à lui? C'est dans quel sens on peut lire ça? On se pose la question. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est non, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de tout un système et qui remonte à loin. Et c'est pas grâce à lui, parce que la situation, elle est pire que ce qu'elle était. Et vous avez parlé des citernes. Il n'y a pas, je pense, une maison, un appartement, ou même dans un coin, il a une citerne, parce que les coupures d'eau deviennent de plus en plus difficiles. Donc, il parle d'une Algérie qui n'est pas l'Algérie du peuple, qui n'est pas la nôtre. On ne sait pas de quelle Algérie ils parlent, ces gens-là, mais là, c'est la provocation de trop. Hein. Jamaldine, c'est irréaliste d'abord, parce que
Est-ce que M. Abdelmajid Tebboune a réalisé tout ça? On peut en débattre, on en débat tous les soirs. Des problèmes d'eau, on le disait, des citernes sur les façades d'immeubles, hein, pas dans les maisons, hein, vraiment. Mais dans le fond, comment en tant que journaliste, c'est de la propagande, qu'est-ce qu'il y a derrière cette communication? Oui. En fait, si Tebboune avait réalisé ce que dit ce papier, je ne sais pas comment le qualifier, ce torchon, s'il a réalisé ce qu'il dit, ça se saurait. Or, les Algériens, ils vivent dans les pénuries d'eau. Le rail en Algérie est désastreux. Il est beaucoup moins performant que les années 60 et 70, pour vous dire. Hein, c'est le blé ne dépend presque totalement de la pluviométrie. De l'importation. Je parle de la production de blé. Ah, oui. Ça dépend totalement de la pluviométrie. Et pire encore, lorsqu'il y a une bonne production, et les paysans savent quelque chose, les cultivateurs, ils ont de gros problèmes pour le stockage parce qu'il n'y a pas suffisamment de silos. Les silos qui existent sont calculés sur la capacité habituelle de l'Algérie qui varie entre 2 800 000, 2,8 millions de tonnes et 3,5 à presque 4. Et donc quand ça dépasse un tout petit peu, c'est un problème de stockage, pour vous dire que c'est de la propagande. Mais sinon, moi j'aimerais rappeler que le ministre de la communication, comme ils disent, et que nous appelons le ministre de la pub, Boujma. Je vous avoue que je ne connais pas leur nom. Ah, oui, donc ça en dit Je me fais l'honneur d'ignorer leur nom. Franchement, je ne plaisante pas, je ne fais pas de... C'est ce ministre qui a évoqué ces 9 000 journalistes. Plus de 9 000 journalistes. Alors ce journaliste qui nous dit que plus de 9 000 journalistes ont été recrutés dans le monde, pas chez le voisin marocain, dans le monde, pour ternir, pour ne pas rater une occasion de ternir l'image de l'Algérie. Et là, il ne pourra jamais trouver meilleur exemple pour ternir l'image de l'Algérie que ce torchon. C'est incroyable, c'est de l'impudeur, c'est de l'outrecuidance, c'est horrible. Moi, à un certain moment en Chaban, j'en étais arrivé à avoir honte de me présenter en tant que journaliste algérien. Ah oui. J'en avais honte, parce que ma corporation, et moi je suis arrivé tardivement au journaliste, je n'ai pas fait d'études en journalisme, je me suis formé sur le tas, j'étais un petit correspondant local, mais ce que j'ai découvert était horrible, horrible. Et c'était dans les années de sang, les années rouges. Et donc j'ai vu comment fonctionne cette corporation au téléphone, à l'injonction, des journalistes qui ont des officiers traitants, qui leur indiquent quoi faire et tout. Et donc, mais l'un dans l'autre, j'ai été rassuré par la présence de très grands journalistes dans la presse algérienne, qui sont doublement méritants du fait que pour pouvoir écrire dans un tel système ou informer ou donner un minimum de ce qu'ils peuvent donner, c'était une gageure. Et donc, bon, mais quand je suis arrivé là, en France et en Angleterre, je continuais d'avoir honte d'être un journaliste algérien. Jusqu'au jour où j'ai trouvé le Eureka, j'ai trouvé la formule idoine pour entreprendre une vraie thérapie et ne plus avoir honte d'être journaliste. C'est que tout simplement, ces gens-là ne sont pas des journalistes. Ces gens ne sont pas ce sont des plumitifs aux ordres qui écrivent ou qui sont la voix de leur maître. Et un tel article, si on peut l'appeler ainsi, avec à la une, avec une grosse manchette, et qui a le culot. Puis le portrait du président, on aurait pu mettre une photo de blé, de transport, d'eau. On met le portrait du président. C'est primaire, c'est primitif, c'est ubuesque, c'est tout ce qu'on veut. Donc ces gens, pour nous rassurer tous qui faisons ce métier, ou qui l'avons fait, comme c'est mon cas, cet homme
Et les gens qui écrivent comme lui ne sont pas des journalistes, tout simplement. Merci en tout cas pour ces réactions. Alors vous l'avez compris, bien évidemment, c'est lié. Ça veut dire que depuis 6 ans, un pays aussi qui s'est énormément isolé. On va y revenir. Ça fait partie aussi de ce bilan, puisque vous l'avez compris, les Algériens sont toujours assoiffés de liberté, d'ouverture, de justice, de vérité, d'état démocratique. J'ai le docteur Nora Bekouche avec nous. Alors, on parle, voilà, sans les femmes, on parle des femmes aussi. Mais je voudrais qu'on rende hommage aussi à la femme algérienne de tout temps qui a participé aux révolutions depuis plusieurs décennies et qui a joué un rôle aussi prépondérant, très important dans cette révolution de 2019 qui a continué quelques mois après, assez longtemps, notamment autour de son action, de sa fidélité, mais aussi de son pacifisme. On regarde ces quelques images et on en parle juste derrière. شدينا تحيا الجزائر تحيا الجزائر Voilà, sur ces images, voilà, docteur Sidi Mnad qui applaudit sur le plateau. Voilà, vous l'avez vu, ce sont nos petites sœurs, nos tatas, nos grandes mamans, nos grands-mères, nos mamans. Nora Bekouche, une réaction. On rend hommage, bien évidemment, dans le cadre de nos émissions. Alors, il y a eu les étudiants, il y a eu toute cette jeunesse, il y a les médecins, les avocats, on va en parler. Déjà, un mot là-dessus, elles sont touchantes, ces images, je vous voyais. Mais on a l'impression que tout de même, parce que le but ce soir, je le disais tout à l'heure, c'est essayer un peu de voir ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression que c'est toujours la même Algérie de l'époque. Malgré la démission de Bouteflika, c'est le départ donc de Bouteflika, l'arrivée d'une nouvelle Algérie du président actuel, mais on a l'impression que ce peuple, ces femmes, mais pas que, cette génération, cette jeunesse, ces ouvriers, ne sont pas entendus et c'est toujours un pays qui est dans la même situation. Oui, c'est vrai qu'on rend hommage, oui, mais c'est normal, c'est leur devoir. La femme, elle fait partie de la société, c'est une composante de la société, donc c'est normal dans les affaires du pays, l'avenir du pays, parce que c'est l'avenir de ses enfants, de générations. Donc c'est normal de voir la femme, comme elle a participé dans la révolution algérienne, elle participe dans le Hirak et dans le combat pour un avenir meilleur qu'une maman qui pense à l'avenir de ses enfants. Et c'est important cette participation parce que le regard d'une femme est complémentaire, parce que également la présence d'une femme dans une révolution, c'est important pour garder on parle d'une révolution pacifique et c'est important de voir des femmes et des enfants. Et d'ailleurs, le pouvoir l'a très bien compris, hein. C'est pour ça qu'on voit autant de femmes en prison. Parce qu'il veut vraiment, ça n'a jamais, enfin même
comme ça, rien que de penser les années avant le Hirak, que le pouvoir algérien, malgré tout, il va oser franchir cette ligne et mettre une femme en prison. Et il a fait des femmes d'un certain âge, et là, on a encore des femmes en prison. Donc ça, parce qu'il a bien compris le rôle que peut jouer une femme dans une révolution. Mais la situation, elle est telle qu'on a connue, et peut-être un peu, enfin peut-être pire. Vous avez corrigé, parce que là, personnellement, je n'aime pas dire démission de Bouteflika. Bouteflika a été démis, il n'a pas démissionné, hein, c'est grâce au Hirak, et c'est faut rendre à César ce qui appartient à César, et ça c'est un point que le Hirak, c'est grâce au Hirak que l'éviction de Bouteflika ndaret. Acquis important. Absolument, c'est un acquis important, donc il ne faut pas l'oublier. Mais la situation, elle est toujours la même, parce que rien n'a changé, et peut-être une situation quand même sociale et tout qui est la même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce qui a amené le Hirak, et pas uniquement de 2019, parce que c'est qu'une étape du combat du peuple algérien pour parachever son indépendance, sont toujours là. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'autre chose que d'optimisme. On ne peut pas dire qu'on a beau essayer de dire le Hirak c'est bon et c'est terminé et tout, c'est pas vrai. Donc la situation, elle est telle qu'on l'a déjà connue et vécue et qu'on vit actuellement, et donc le combat continue. Avant et de vous doit libérer, continuer. en parlant de ce pouvoir aujourd'hui, un pouvoir tout de même qui fait des annonces, le mensonge du SILEC concernant les détenus d'opinion du président algérien, le ministre de la Communication, Lotfi Boudjma, qui disait clairement, alors on en a fait des émissions ensemble où il n'y a pas de détenus d'opinion aussi, il est revenu sur pas mal d'éléments. Il y a un déni, à vous écouter, il y a un déni, le combat continue. Il y a Abla Kamari qui a pris 3 ans, donc de ferme il y a 10 jours. Pourquoi ce pouvoir aujourd'hui, avant de vous libérer, est toujours dans le déni? On n'écoute pas le peuple, on n'écoute pas la rue, on n'a pas envie de. C'est un pouvoir qui n'a pas envie de changer. Alors malgré ces annonces, mais qui dirige aujourd'hui réellement le peuple algérien? Je pense que le Hirak, de toute façon, a pour une fois déshabillé ce pouvoir. Il parle directement avec les décideurs. Dawla Madaniya Machi Askariya, c'est pas venu comme ça, parce qu'il sait que c'est l'armée enfin les généraux, les clans de certains généraux qui sont les décideurs, qui ont été toujours les décideurs, pardon. Donc le pouvoir, il est dans le déni, c'est normal, parce que quand il n'y a pas de légitimité. Le problème algérien, c'est un problème de charia, de légitimité. Ce pouvoir n'est pas légitime, n'a jamais été légitime. Donc on voit que même là, on parle de la légitimité révolutionnaire, alors qu'ils ne sont pas, ils sont pas la guerre de révolution. Ils sont toujours dans cette, et tout ce qui est de toute façon basé sur le mensonge et la non-légitimité, c'est normal. Un mensonge, il ramène un mensonge plus grand. Rien n'a été, on n'a rien, ce pouvoir n'a rien construit. Le mensonge, la corruption et puis l'amour du pouvoir, tout simplement aussi, s'accroche à un pouvoir qui ne leur a pas été donné par les Algériens, par le peuple algérien. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils sont dans le déni total. Ils ne veulent pas écouter le peuple, parce que c'était l'occasion, une énième occasion quand même 2019, pour écouter ce peuple et vraiment aller dans le sens du peuple, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, et ils veulent se maintenir comment? Par la répression, par ce qu'ils font actuellement.
Merci Nora Bekouche pour cette réaction. Restez avec nous encore quelques minutes. On va écouter Dr Sidi Ahmed Sidi Menad et Jamaldine. On va écouter dans quelques instants notamment le président algérien qui nous parle d'un Hirak Moubarak, parce que c'est aussi pendant toutes ces années un pouvoir qui a jonglé. Alors il y a eu le Hirak Moubarak, on l'a honoré. Je crois que le NTV a fait quelques images hier. L'année dernière, il n'y a rien eu. Tout de même, je reviens à ces images qu'on a vues tout à l'heure des femmes, des féminines autour du Hirak que vous avez applaudi, docteur Sidi Ahmed. Et puis la même question, c'est un pouvoir tout de même qui est dans le déni. Les choses n'ont pas changé en termes de liberté, en termes de pouvoir d'achat, c'est un pouvoir aujourd'hui qui, selon vos analyses, vos observations, qui n'a pas envie d'écouter la rue, qui n'a pas envie d'écouter son peuple? La raison est bien simple. C'est que nous ne sommes pas dans une ère de gouvernance. C'est de la non-gouvernance dans laquelle l'Algérie est plongée corps et âme, si j'ose dire. Ce pouvoir ne gère rien du tout. Il gère une rente qui lui est procurée par la Providence, si je puis m'exprimer ainsi, et qui, quelque part, ne se soucie aucunement du développement du pays. On le voit. Mais pour donner cette illusion, une illusion qui ne peut en aucun cas perdurer, ce n'est pas possible. C'est de grands mensonges. Moi, j'ai remarqué depuis quelque temps déjà, sur les réseaux sociaux, on nous présente un grand nombre de projets. Bon, le fameux TGV Tamanrasset Alger, qui est plus fameux qu'autre chose, Garage Billet, le blé qu'on produit à volonté, tout juste s'ils ne nous disent pas qu'ils sont en train d'exporter. Et en nous rappelant d'ailleurs qu'avant la colonisation, l'Algérie était le grenier à blé de Rome et je ne sais pas qui encore. Et donc cela montre d'une manière, pour moi, qui est évidente, que leur souci, c'est de gérer le mensonge. Comment faire ou perpétuer une certaine idée que on fait peut-être en se disant, oui, si il y a des effets d'annonce pour des projets multiformes, je crois qu'il y a quelques jours, on parlait du fameux monorail à Alger pour améliorer le transport des citoyens dans la capitale, qui va être construit par des Chinois. Alors bon, à supposer. Mais en fait, d'un point de vue développement économique du pays, il n'y a absolument rien. Moi, c'est ce qui me terrifie en quelque sorte. Je vous assure qu'à la limite, je suis tenté de croire au TGV, au monorail, au garage billet, je ne sais pas quoi encore. Mais le développement économique, on en est où? C'est cela qui fait marcher un pays. La valeur ajoutée, elle vient du développement économique qui n'existe pas. Et pire encore, on peut dire qu'à un moment donné, nous avions un certain outil de développement, un certain outil industriel notamment. Je peux en parler. Je crois que j'ai visité pratiquement tous les complexes industriels qui existaient en Algérie, y compris les cimenteries, etc. C'est incroyable. Vous allez certainement être d'accord avec moi qu'à chaque fois que j'appelle des amis, à Alger, à Bel Abbas, complexe PMA de Bel Abbas, complexe PMA de Constantine, l'Énième, l'Aigné, etc. À chaque fois, les gens me disent « Oui, mais tu penses bien, c'est fermé, il n'y a plus rien ». L'Énième, que j'ai connu, qui est un fleuron de l'industrie de l'électroménager, peine à produire quelques réfrigérateurs. Vous vous rendez compte? Moi, je me souviens quand j'étais à l'ONU, nous avions fait approuver un projet de 6,5 millions de dollars pour changer la technologie à l'énième. Ce qui a été fait, c'était une prouesse technique extraordinaire. Et c'était en 1995. Et aujourd'hui, l'énième peine à se maintenir, ne serait-ce que par des aides, des subsides, etc. etc. Je parlais la dernière fois à une ancienne journaliste de l'Ouatan, une dame qui est vraiment très honorable, et je lui avais dit, au fait, l'usine de Boujgouf, la leverie de Boujgouf, qui était supposée, tenez-vous bien, produire assez de levure pour le marché algérien et exporter en Afrique. 60% de la production de la leverie de Boujgouf était destinée
pour l'Afrique. C'était un bijou de technologie. Je peux en parler puisque je l'ai visité même 3 ou 4 fois parce qu'il y a eu des problèmes de pollution là-bas, alors que tout est en circuit fermé. Il y avait des hauts cadres supérieurs qui faisaient fonctionner cette usine, c'était incroyable. Ils ont été tous formés en Italie, par exemple. Aujourd'hui, elle est fermée, complètement fermée. Vous savez, dans ces circuits fermés, quand on arrête la production, tout se bloque. Il n'est plus possible de reprendre. C'est comme dans une sucrerie, par exemple. Vous bloquez, ça solidifie à l'intérieur. Il faut démonter pratiquement toute l'usine. Bouche-Gouf, j'ai dit, c'est pas vrai. C'était une fierté même dans la région. Et aujourd'hui, vous prenez les cimenteries. C'est vrai que les cimenteries étaient fonctionnelles à un certain niveau, avec pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, ils sont repris par des groupes, Holcim, Lafarge, etc. Alors que c'était des Algériens qui faisaient fonctionner cette cimenterie. Et cimenterie, c'est quoi? La matière première est en Algérie, c'est le clinker qu'on ramène en triture avec un certain nombre de substances chimiques, on obtient du ciment et plusieurs types de ciment. Il n'y a plus rien. Et ça, je trouve que c'est quand même... Et l'industrie pétrochimique, parlons-en. Elle est complètement déglinguée. Aujourd'hui, savez-vous qu'on importe de l'essence? L'Algérie, à un moment donné, produisait sa propre essence. C'est énorme, parce qu'on a un parc automobile, on a un parc de transport, etc. On n'a pas de raffinerie, je crois. Hein. Oui, mais la raffinerie... En Italie, Augusta. Ouais, voilà, vous vous rendez compte? On l'a fait fonctionner en Italie, mais je ne comprends plus rien. Augusta, la fameuse... Et on a un pays tout de même qui est plutôt en décollage économique et émergent, hein, avec un PIB qui devrait doubler. Jamal, vous allez réagir, si vous voulez, sur les images, bien évidemment, de nos mamans et de nos sœurs de tout à l'heure, mais vous allez aussi réagir un peu sur le constat du pays dans quelques instants. Un Hirak a été instrumentalisé, parfois manipulé, utilisé selon les années et les périodes. Le président algérien ici qui nous parle d'un Hirak Moubarak, un Hirak béni. نبلغكم رسميا بلاني مضيت المرسوم اللي جعل من 22 يوم وطني وسميناه اليوم الوطني لاتحام الشعب بجيشه من اجل الديمقراطيه. هذا هو العنوان تاع ودوك ينشر في الجريده الرسميه ونبدا نحتفل به سنويا ان شاء الله. وحقيقه لما قلت حراك مبارك بدون ما نزيد ندخل في التفاصيل أحمى البلاد من انهيار كلي. كادت الدولة الوطنية تروح نهائيا مثل ما راحت في دول أخرى اللي اليوم يحوسوا على وساطة باش يلقوا بيناتهم ويحلوا مشاكلهم ويحلوا. Jamal Din, vous pouvez réagir sur ce que vous avez vu avant et entendu, mais là aussi sur ces images, on ne comprend rien. Si c'est un Hirak Moubarak, pourquoi c'est un État qui emprisonne tout de même des Algériens et des Algériennes qui ont milité pour le Hirak, qui tentent de faire de la politique, qui sont classés 96 bis. Pourquoi peut-on parler d'instrumentalisation? Peut-on parler de... Comment vous analysez notamment les propos du président ici, qui, je le rappelle, chaque année sont totalement différentes. L'année dernière, il n'y a rien eu du tout. Cette année, je crois que le NTV a fait quelques petites images. Jamal Din. Alors d'abord, rendre hommage à la femme algérienne dans le Hirak. D'ailleurs, Nora, ici avec nous, est une des organisatrices de la place de la République en matière où elle a mis beaucoup du sien. D'ailleurs, moi je la connais bien, j'ai travaillé un peu avec elle. Donc Nora est un exemple vivant de tout ce qu'a réalisé la femme dans cette immense victoire sur le despotisme qu'a été le Hirak. Et c'est d'autant plus méritoire que s'il y a eu autant de femmes, hijab, non hijab, haïk, occidentalisées, conservatrices, côte à côte avec l'homme, main dans la main, les yo-yo, les chants patriotiques, les gens qui appelaient les shuhada, des gens qui chacun prenait le portrait d'un martyr, Baramdan, Ben Boul'id, Chihani Bachir. C'est extraordinaire.
Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Brahim Younsi, mon ami Brahim Younsi, a publié un post aujourd'hui sur Facebook où il dit peut-être vous vouliez quelque chose. Ah, vous êtes du métier quand même. Oui, hein. oui. Merci Jamel. Je salue Brahim Younsi que j'embrasse. Nora Bekouche, regardez bien ce que vous avez en tête. oui, hein, bien ok, sûr, Nora Bekouche, on vous êtes attendu. On va devoir vous libérer. Je voulais encore vous garder 3 minutes. On va avoir le plaisir de recevoir Nordine Aoussad dans un instant. Mais c'est quelques images, voilà, de souvenirs, d'émotions. Nora Bekouche, merci docteur d'avoir été avec nous sur Merci ce à vous. plateau. Au On se plaisir, retrouve merci. tout de suite après. فاتني تصغر وسمدات السمسم فاتني تصغر وسمدات السمسم في قيس ولا في الغنات تسرغم في قيس ولا في الغنات تسرغم وتسمي المرأة في السمت المغيب الولي 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 اسمت اسم الغاث العقاب النمس اسمت اسم الغاث العقاب ونقرب له يمك سي جنات السوا ونقرب له يمك سي جنات السوا سي جمال من غوثة تكون ثالثة نفسي أدميني 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 القرار ما فينا مخرج نظر سلاف القرار ما فينا محسب نور القلب لا زرار ما فينا محسب نور القلب لا زرار لكن يبغون مرر تدري دارة تنبي Voilà, encore 1h04 ensemble. Le plaisir d'accueillir Nordine Aoussad. Bonsoir, cher Nordine, écrivain. Vous êtes universitaire, imam. Bienvenue à vous. Bonsoir Chaban, merci pour cette invitation. C'est un grand honneur de faire cette émission à côté de mes compatriotes et de mes amis ici présents. Voilà. Merci. Je suis à vous. Il y a un beau plateau ce soir, Inch'Allah. effectivement. Jameldine, je vous laisse terminer. Il y a cet hommage, effectivement, pour les femmes que vous venez de rendre. Et puis, Oui. On a entendu Abdelmajid Tebboune nous parler notamment d'Hirak Moubarak. Je vous laisse continuer dans votre analyse. Alors d'abord, donc Brahim Younsi qui a publié un post où, de façon très fine, Brahim Younsi très fin, très subtil, où il semble s'interroger sur le mot de commémoration du Hirak. Oui. Et il semble suggérer un peu quelque part comme on ne commémore qu'un mort, on ne commémore pas quelqu'un de vivant. Or le Hirak est bien vivant, pourquoi le commémorer? Il faut le saluer, il faut se poser des questions sur cette halte. C'est ce qu'on fait. Oui, voilà, mais le commémorer, Ibrahim aussi a bien raison. Je me demande si moi-même j'ai utilisé ce mot, si je l'ai fait, je m'en excuse. Je fais mon mea culpa. Je ne pense pas l'avoir fait, mais en cas où. Donc les femmes, vous savez ce que j'ai remarqué, Chaban? Je ne sais pas si l'Algérie a changé entre-temps, mais moi je suis parti de là-bas il y a 21 ans. Mais quand j'étais là-bas, l'Algérie était très morne. Les gens s'habillent tous d'une même couleur. Le gris, le marron, l'écheb, le terne. Les gens ont tous une mauvaise mine, taciturne, nerveux, fâchés contre la vie. Et là, dans le Hirak, qu'est-ce qu'on voit? Plein de couleurs. Même les hommes s'habillent de couleurs. Avec le drapeau... l'emblème national, avec le drapeau amazir, avec cette joie, avec ses sourires, avec ses chansons. C'est la fête. Mais c'est une fête, c'est un peu comme les fêtes d'avant quand j'étais petit, du printemps, de la vie qui se renouvelle, qui arrive, ou un peu comme... où on sort tous les légumes secs qui restent pour les liquider, parce que maintenant on ne va plus avoir besoin de légumes secs, maintenant c'est la belle saison, on va consommer frais, on va consommer. C'est ça que ça signifie le Hirak un peu. Mais sinon,
Donc, pour revenir, d'abord, je vous félicite d'avoir repris le titre La Révolution du sourire, que certains trouvent très niaise, très un peu à la limite de romantisme à l'eau de rose, mais qui néanmoins est très significatif de ce qu'est le Hirak. Parce qu'on n'a presque jamais vu, moi en tout cas je n'en connais pas, de révolution pacifique de ce type. Je ne parle pas de celle de Gandhi en Inde, c'est un tout autre contexte. Mais on ne connaît pas de révolution pacifique de ce type qui a pris autant de temps, qui a mobilisé autant d'hommes et qui est dénuée de toute violence possible. La seule violence qu'on a observée dans le Hirak a été celle des Baltajiya envoyés par le pouvoir. Alors, maintenant pour revenir à ce que déclare ce monsieur Tebboune. Très franchement, moi si j'étais parmi les gens qui peuvent faire quelque chose, qui sont dans le régime même, je n'appelle pas un coup d'État, je n'appelle pas un coup d'État, au contraire, moi je suis très légaliste, même y compris à propos de ce régime lui-même et de ses méthodes elles-mêmes. Moi si j'étais parmi les gens là du régime qui cherchent une occasion de sauver leur pays, parce que c'est leur pays, parce que c'est l'avenir de leurs enfants. Tout le monde ne va pas fuir si demain le pays s'effondre. Moi, si j'étais à leur place, je prendrais les Tebbouniyettes, les sorties de ce monsieur, énormissime, outrancière, pour demander contre lui une procédure d'empêchement, pour démence. Pour démence. Ce monsieur est fou. Alors, je vais m'expliquer et je laisserai la parole à mes amis. Quand il dit, d'abord il ne dit plus le Hirak al-Mubarak, il en parle après, mais il dit, pour nous c'est la journée nationale de l'union ou du ciment entre le peuple et son armée. Récupération. Plus, ça veut dire qu'il reconnaît implicitement et comme un grand que l'armée et le peuple sont deux entités différentes. Parce qu'on ne cimente pas une seule entité. Alors, par exemple, en France, on ne pourra jamais dire, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, ou en Russie, on ne pourra jamais dire il faut unifier l'armée et son peuple. Et le Hirak a réussi à unifier l'armée et son peuple. Ça veut dire qu'il reconnaît, heureusement qu'il n'a pas dit l'armée et son peuple. Heureusement, hein, il a dit le peuple et son armée. À la limite. Oui. Mais c'est complètement stupide. C'est un cas de démence de venir pour un Hirak, un mouvement populaire de ce type et de cette énergie, un véritable sursaut populaire de colère mais aussi de sérénité, et qui criait, son principal slogan, c'était « Madaniya Meshi Askariya ». Et il arrive comme ça avec ses gros sabots, il nous dit cimenter, c'est la journée nationale du ciment ou de l'union ou de l'amalgame ou je ne sais pas quoi entre le peuple et son armée. Je laisse la parole à mes Samuel Dine, si vous voulez me faire un cadeau, on change de place. C'était prévu Daoula Madaniya, Mathieu Askaria. Ah ben voilà, c'est très bien alors. Nordin Aoussat est avec nous. Rebonsoir Nordin Aoussat, je le rappelle, vous êtes conférencier, imam, écrivain. Allez, une réaction d'abord sur ces images. Ça vous parle, ce Daoula Madaniya, Mathieu Askaria. Alors ce soir, on essaye voilà aussi de voir un peu où en est cette Algérie aujourd'hui, comment ce Hirak peut aussi... Enfin, il continue d'une certaine manière. On avait parlé aussi de ces images de Paris d'hier, parce qu'il y avait tout de même du monde. Nordin Aoussat. Ben écoute, ça me parle énormément, ce slogan Madaniya, pour préciser que Machaban, c'est pas Machi, Machi.
Ah oui. Machi. Donc, voilà, c'est Machi Askaria, c'est pas Machi Askaria. Ça, c'est. Merci. Il te fait un cours. Ah, mais moi, je suis preneur. Je hein. sais depuis des années, mais efforce-toi de dire. Machi Askaria. Oui, non, mais moi, je suis preneur. hein. Vous savez Ok, toutes les langues. Merci. Écoute, Chaban, je pense, hein, sincèrement, et c'est le slogan le plus mature, le slogan le plus politique, le slogan... Le plus vieux, peut-être aussi. le plus vieux, oui. Malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement. Dans l'histoire, ça remonte à 56. Ça remonte au congrès de la Soumam. Ça remonte à 62. Ça remonte à 65. Ça remonte tous les grandes étapes de l'histoire du mouvement national. C'était cela. C'est une revendication que le militaire reste militaire, le pays a besoin de lui, la nation a besoin de lui, mais c'est aux civils que revient le rôle, la mission de faire de la politique. Donc moi j'ai écrit, c'est dans mon livre, tu l'as. Donc en 95, oui, donc j'avais écrit un article 30 années après l'indépendance, faire une évaluation où on est notre armée. Où on est notre armée, c'est une petite dizaine de pages. Donc je connais bien ce sujet. Camo, Zaltman, Koulougli, Sibenchir, qui ont écrit sur la question de l'armée dans le pouvoir algérien. Et donc, Madania, M. Askaria, que Abdelmajid Tebboune vienne nous duper, vienne rire de nous en quelque sorte, nous prendre pour des enfants, nous infantiliser, nous crétiniser par ce slogan Yawm Watani l'iltiham sha'b ma'a jayshihi. Non, nous, notre armée, c'est notre armée. Mais nous n'avons jamais, je parle au nom des Algériens et j'espère que je traduis et je ne trahis pas leurs pensées, notre armée, on a toujours voulu qu'elle reste où elle devait être, loin des cercles du pouvoir. Gardez la parole, Nordine Aoussat. On rappelle, n'hésitez pas à vous interrompre, bien sûr. Hein. On rappelle que le peuple est fier de son armée, que l'armée est là aussi pour défendre les frontières et l'ennemi extérieur. Hein. C'est un peuple, vous le disiez, depuis le congrès de la Soumam, qui est là, Daoula Madania Machi Askaria. Mais dernièrement, 2019, ce slogan est là, il perdure encore aujourd'hui. Mais il y a quelques semaines, à l'échelon d'un mandat bien sûr, Abdelmajid Tebboune nomme officiellement son chef d'état-major officiellement au gouvernement, soit il est en képi, soit il est en costard au gouvernement. Pourquoi on n'écoute pas ce peuple pareil? Pas que ça, malheureusement, Si Chaban, pas que ça. Je le dis avec beaucoup d'amertume et je le dis avec beaucoup de désolation et d'inquiétude surtout. On n'a jamais été militarisé dans les textes que depuis... Il y a ce décret aussi. Depuis l'après-Hirak. Depuis l'après-Hirak. Je ne dirais pas... oui, depuis Gaïd Salah, bien sûr. Depuis Gaïd Salah, dans les faits. Mais je parle dans les textes fondamentaux. Dans les textes fondamentaux. Alors que l'armée était sortie officiellement février 89 du comité central du FLN. Alors qu'elle était sortie carrément de son rôle de protecteur du socialisme, comme c'est eu dans la Constitution de 76, 86, etc. Et voilà qu'elle revient avec l'article 30 alinéa 4. Et voilà qu'elle revient maintenant avec le chef d'état-major qui pense qu'il vient en costume, qu'il va cacher son gros képi qui est sur sa tête. Un militaire restera militaire, d'accord ? Et donc, c'est inquiétant. Et la toute dernière, c'est la circulaire du mois de juin 2024, ou officiel sur une dizaine de pages, que les généraux auront des détachements de 2 ans jusqu'à 3 ans à la tête des grandes administrations, des grandes entreprises. Et des grandes entreprises, oui, voilà. Oui. Docteur Sidi Ahmed Sidi Menad, un point, un fléau, un point important, les Algériens n'en peuvent plus. Le militaire en Algérie est très présent.
Je ne vais pas revenir sur les éléments que vous venez de détailler, notamment ce décret officiel qui officialise les postes à responsabilité dans les institutions, etc. On inaugure une piscine, on a des militaires. La rentrée scolaire chez des élémentaires au fond de la classe, alors on laisse imaginer les téléspectateurs et téléspectatrices, quand on est tout petit et qu'on arrive à l'école, déjà on a un peu peur de ce qui va se passer. Si on se retourne et on voit des militaires, on est un peu dans le stress. Je crois qu'aussi autour dans les mosquées, il y a des militaires. À l'université, il y a des militaires. Comment vous expliquez cette présence, cette omniprésence, alors que c'est un peuple qui veut un changement de système? Oui, tout d'abord, il faut préciser que la présence du militaire pendant très longtemps dans beaucoup d'administrations, je parle selon mon expérience, dans les entreprises, dans les ministères, il y avait des éléments de la sécurité militaire, comme on l'appelait avant. Les BSP. Et il y avait d'ailleurs une appellation qui était usitée, drôle et tout ce qu'on veut, c'était des cellules hygiène et sécurité. Vous vous rendez compte? Oui, exactement. Ça se passait comme ça. Donc, l'omniprésence, en quelque sorte, du militaire, elle était là, mais elle était discrète. Mais discrète dans la mesure où ces gens, qui étaient parfois de simples officiers, hein, et qui avaient cette capacité, je le dis bien, et je prends mes responsabilités en disant ça, de rabrouer des secrétaires généraux de ministères, de ministres eux-mêmes, et qui, quelque part, essayaient de diriger un petit peu le discours, la façon de faire, vers d'obscurs, je dirais, objectifs. Mais là, ça s'est aggravé. Non seulement ça s'est aggravé, mais ça devient visible, puisqu'on voit ces gens-là en tenue. Parce que, comme je vous dis, à l'époque, il n'y avait pas la tenue, mais tout le monde les connaissait. Ce n'était pas quelque chose qui allait échapper à... Mais c'est peut-être nécessaire, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que... Peut-être que c'est nécessaire, le peuple n'en veut pas, certes, je vous pique un peu bien sûr, hein, mais c'est peut-être nécessaire dans un pays, en Algérie aujourd'hui, que sans l'armée, il n'y aurait pas de gouvernance. Y en a-t-il une d'ailleurs? Enfin, je vous pique là-dessus, mais... Et cette gouvernance, moi, je pourrais éventuellement en discuter, même pas l'accepter, mais en discuter si ces gens-là, ces individus, avaient une présence bénéfique au niveau d'une entreprise, par exemple, au niveau... Ils étaient là pour fliquer les gens. Ça, c'est une constante qu'on ne peut pas nier. Tout le monde le savait. Bon. Aujourd'hui, lorsque vous me dites, et je l'ai vu effectivement, qu'au fond d'une classe, il y a des gendarmes, par exemple, qui officient quelque part à l'inauguration de la rentrée scolaire, etc., mais c'est quelque chose qui est, je dirais même pas hallucinant, parce que ça dépasse l'imagination de tout un chacun. Mais effectivement, peut-être aussi que dans l'imaginaire du peuple, on veut lui faire croire que le militaire, il doit être présent, comme tu l'as, en faisant l'avocat du diable, je dirais, c'est nécessaire pour gérer ce pays. Mais en fait, gérer quoi? Gérer quoi? Parce que tout le problème est là. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup d'amis à Alger qui ont été repris même à la retraite en tant que consultants dans les ministères et tout. Vous savez ce qu'ils disent? On ne travaille pas. Les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent plus dans les ministères, dans les administrations, où à la limite, ça n'a pas d'importance que l'on produise quelque chose. Parce que voulez-vous qu'un ministre du Commerce aujourd'hui puisse produire, sauf une circulaire pour dire attention, l'ADES cette année ne doit pas dépasser, je ne sais pas, tel ou tel prix, alors qu'on sait que de toute façon, ça n'a aucune incidence, puisqu'on voit la réalité du terrain. Et le ministère de l'Industrie, parlons du ministère de l'Industrie, y compris de M. Aït Ali, on nous disait, je vous assure, que son seul dossier, c'était l'importation des véhicules, qu'il n'a jamais d'ailleurs complété. Et il le faisait à partir du Club des Pins. Je prends mes responsabilités en disant ça. Donc, quelque part, c'est un gouvernement qui est fantôme. Il est fantôme. Je le dis, je le répète encore une fois, l'Algérie n'est pas gouvernée. Il y a une non-gouvernance et je pense qu'au niveau, que ce soit des structures de l'armée, et quelles structures
allez-y savoir. Et au niveau de structures telles que la présidence et tout, parce que ce sont des centres de décision, et ailleurs, parce que moi je parle aussi de pouvoirs occultes. Je suis convaincu que ces pouvoirs occultes existent. C'est comment gérer la rente. Comment faire qu'on ne manque pas à la limite de ceci ou de cela pour ne pas créer un vent de panique, la famine et je ne sais pas quoi encore. Et donc, ce qui fait que c'est pour ça que moi, ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que je me dis qu'au bout du compte, parce qu'il arrivera un moment où tout ça va s'écrouler, c'est inévitable, ça va s'écrouler. Mais ça va s'écrouler de quelle manière? Est-ce qu'on ne va pas nous refaire le coup des années 90 où on va provoquer une sorte de chaos? Parce que je vous assure, et ça, il y a des généraux qui le disaient déjà à l'époque, dans les années 90. Et j'ai bien peur qu'ils aient deux maintenant. Parce que, quand je vois un titre comme celui d'El Moudjahid, je vous assure que j'ai des frissons de dégoût. C'est incroyable, parce que je me demande à la limite si ce n'est pas une insulte envers Tebboune lui-même. C'est ça qui me fait peur. Non, oui, vous allez réagir? Oui, je vous en prie. Juste par rapport à cette une d'El Moudjahid, oui, j'allais vous interroger là-dessus. Elle est obscène. On va la revoir à l'antenne, je vais saluer les équipes. Elle est indécente. Wallah, c'est d'une obscénité. C'est d'une obscénité vraiment, mais sans limite. Sans limite. Aïb, wallah, aïb, que tu attribues à quelqu'un, allez, je sais pas quoi, le logement, Balak parce qu'il était ministre du logement, et encore. Mais le blé, on vient de passer en décembre 2024, attendez, on vient de passer en décembre 2024 l'appel d'offres le plus conséquent de ces 20 dernières années. Jamais un appel d'offres pour une importation de blé n'a atteint le niveau de celui qui vient de passer en décembre. Chiffre à l'appui, vous pouvez vérifier. Donc jamais. On importe pour quelques centaines de milliers de tonnes. Là, on a importé pour presque 1 million de tonnes. De blé, rien qu'en décembre, jamais, ça n'a jamais été fait. Non, ils ont l'habitude d'apporter non, pas autant. 7 millions de tonnes. Oui, non, mais jamais, c'est-à-dire en une seule fois, en un seul appel d'offres cette taille. Donc, me dire cela, c'est vraiment indécent. À la limite, je dirais, je ne sais pas si c'est vraiment pas une insulte à celui qui est montré du doigt, c'est lui. Sinon, je voudrais revenir aussi à cette militarisation, puisque tu nous as un petit peu secoué par ton défi. Chaban, excusez-moi, mais est-ce qu'on est obligé pour faire des conseils aux futurs candidats au baccalauréat, de leur ramener un militaire et une militaire? Mais c'est quoi le message, effectivement? Excusez-moi. Vous gardez la parole. J'ai pas terminé. Oui, c'est-à-dire un militaire et une militaire, l'un du grade de adjudant, l'autre de grade de sergent. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le bac, ni l'un ni l'autre. Ils viennent pour donner des conseils à un futur bachelier. C'est mais vraiment d'une absurdité. Nordine Aoussad, vous gardez la totale. parole, je vous interromps une seconde. Alors c'est quoi le... Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de dire aux téléspectateurs, quand je vous dis est-ce que c'est nécessaire, c'est quoi? C'est de créer des peurs, de créer un traumatisme, de démontrer... Il y a bien un message derrière cette présence. Oui, on bien donne la sûr. Coupe d'Afrique, c'est ça, Jamal Dine? La Coupe d'Afrique a été donnée à... Monsieur Chengreha à l'époque, ces images qu'on a fait tourner. Regarde, Jamal Dine, vous allez intervenir. c'est un pouvoir qui n'a pas confiance en lui, qui n'a rien à proposer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Hamrouche qui le dit déjà au milieu des années 90, que l'armée n'a pas de programme, elle n'a pas de vision, elle n'a pas de stratégie politique, ils n'ont rien. Donc, en réaction à la revendication du Hirak, qui est claire, qui est précise, Doula Madaniya, M. Askaria, ils ont voulu réagir et faire la contrepartie de cette revendication. Donc ils vont dans tous les sens, des militaires pour donner des médailles, des militaires pour une rentrée de classe, des militaires partout, plus les lois, les décrets, là, franchement, ça ne sert aucunement l'armée, loin s'en faut.
Jamaldine Benchenouf, avant bien sûr d'évoquer un autre dossier important, ce qui est celui des libertés, puisque c'est ce qui fait aussi le fait qu'aujourd'hui, comment on peut continuer en Algérie à militer, à faire de la politique. Mais je voudrais aussi vous entendre sur le Daoula Madaniya, c'est très important, c'est cardinal. Si M. Tebboune avait voulu nous convaincre que l'armée est une institution comme les autres, d'ailleurs, les Algériens ne parlent pas d'armée, ils parlent de la junte. L'armée ne pose pas de problème. Ce ne sont pas les soldats, les officiers, les sous-officiers qui mettent la main dans le sac pour piller le pays. Ce n'est pas ces soldats, ces officiers, ces sous-officiers qui touchent des commissions faramineuses sur les achats d'armement. Ce ne sont pas les capitaines, les lieutenants, les colonels, les soldats, les adjudants, les sergents-chefs qui désignent qui doit être le président de la République. Donc, déjà, il faut faire la distinction. Sinon, Chaban, moi je vais vous dire, vous savez que si M. Tebboune avait voulu nous convaincre que nous sommes tous dans l'erreur et que l'armée des nôtres, enfin la junte est des nôtres, il aurait pu juste nous dire, à partir de maintenant, d'abord nous voulons demander pardon à ce peuple de l'avoir si longtemps fourvoyé dans la basse propagande, mais à partir de maintenant, nous avons décidé, la junte et moi, qu'à l'avenir, l'ANP, le ministère de la Défense nationale, sera un département ministériel comme les autres. Ça veut dire, un, que le ministre peut être un civil. Deux, que le projet de budget est soumis au Parlement et à la commission qui se charge d'étudier les détails de y compris en se rendant sur les lieux pour vérifier le bien fondé des demandes de financement. Et trois, et surtout, a posteriori, une structure, qu'elle appartienne à l'APN ou notre institution élue de préférence, qui puisse contrôler les dépenses de l'armée. Qu'on sache que le premier département en termes de budget, qui a de très loin la meilleure place avant le deuxième, qui a un budget autrement plus colossal que l'enseignement par exemple, où il y a 1 100 000 enseignants, où il y a 10 millions d'élèves, c'est-à-dire le quart de la population, et qui touche beaucoup moins que l'armée. Budget important. Important. Alors, pourquoi est-ce qu'on refuse de mettre en place pour que vraiment l'armée, le peuple s'amalgament et que l'armée entre dans les rangs de la légalité? Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas au peuple de contrôler les défenses de l'armée? Pourquoi on ne permet pas aux représentants du peuple de vérifier que l'armée, l'ANP, est réellement la deuxième ou troisième puissance militaire du continent? Parce qu'il ne suffit pas de le justifier par les acquisitions d'armements, d'équipements militaires, d'équipements hautement sophistiqués comme les lance-missiles, les sous-marins et autres. Qui me dit, moi, que la logistique est à la hauteur, que l'entretien est à la hauteur, qu'en cas de guerre, ils ne vont pas trouver la tête d'un missile à Tamarrast et le moteur à Skikda? Parce que si ça va mal dans le pays, si nous ne savons rien gérer, si c'est la prévarication, l'impéritie, le bricolage qui font loi dans le pays, pourquoi l'armée serait différente? La meilleure preuve, on nous a envoyé un général pour prendre en charge la compagnie des ferries, là, comme on appelle. À Canaan, Algérie Ferries. Oui, maintenant ça s'appelle Algérie Ferries. Voilà, là, il arrive, le monsieur, c'est le PDG. Parce que ça marchait très mal, ils ont envoyé un général-major. Il arrive, monsieur, d'accord, c'est très bien. Eh ben, on va voir justement. Allez-y, monsieur. Eh bien, quand arrive l'été, dans le Dénaoussat, c'est une souffrance. Les Marseillais n'en reviennent pas. Il y en a certains qui se sont proposés d'aller aider les gens qui dormaient sur les trottoirs. Aucune présence, aucun service. C'est une catastrophe. Pourquoi est-ce qu'un général pourrait relever le secteur? D'ailleurs, le secteur industriel, il
Il faut reconnaître à Boumediene une chose. C'était des vaches à lait qui donnaient du lait au compte-gouttes et qui mangeaient du foin par brouettée entière, mais elles avaient le mérite d'exister. Ils ont formé aussi. Et ils ont formé. Et c'était des entreprises qui fabriquaient, je parle des industries manufacturières, de la chaussure, des costumes. Ils ont tout bazardé. Ils n'ont pas donné des officiers pour les gérer. Ils ont bazardé. À qui ils ont bazardé? À leur parentèle, à leur clientèle. Il n'y a plus une seule usine qui est restée sur pied. Et donc, pour en revenir à l'armée, j'en aurais fini, Chaban. L'armée, du moins ceux qui commandent à l'armée, ceux qui ont capté l'autorité de l'armée, ceux qui ont pris l'armée en otage, et ceux qui risquent de plonger le pays en guerre contre un pays frère et voisin. Et d'ailleurs, ils sont revenus sur leur décision de déclarer une guerre avec le voisin pour rallier autour d'eux tout le peuple et faire passer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de traîtres et d'agents du Merzen. Ils ont changé d'avis. Parce que maintenant, il y a Israël dans la région. Israël qu'ils ont, eux, ramené. Parce que le roi du Maroc, il voulait normaliser avec Israël. Il le voulait du fond du cœur. Ben pourquoi? Parce que la première communauté séfarade en Israël, c'est des Marocains. Le premier électeur, groupe social électeur en Israël, c'est un Marocain. Et donc, il ne peut pas dire non à une force aussi puissante en Israël. Il a agi en politicien, moi je normalise, mais il ne pouvait pas le faire parce que le peuple marocain ne voulait pas. Et qui lui a permis lui a facilité la tâche? C'est le régime algérien avec ses menaces. Et le peuple marocain, on a fini par croire que c'est un cas de légitime défense. On est obligé d'accueillir Israël pour nous défendre. Et maintenant, l'armée algérienne craint comme la peste la possibilité d'une guerre avec le Maroc, parce qu'ils savent que s'il y a guerre maintenant, ça va très mal se passer pour l'armée algérienne. J'assume mes propos. Parce qu'il dit Israël, dit derrière d'abord tout son arsenal, toute sa technologie, toute sa logistique, et derrière tout l'Occident. Oui, oui. Donc, la surveillance, les satellites, la surveillance, le brouillage. De toute façon, ils savent tout de nous. Bien sûr. Et donc, voilà, j'en ai fini. Jamadine, on va bien évidemment évoquer ensemble un sujet important qui est celui des libertés, car on va essayer, il nous reste 33 minutes d'émission avec vous trois, messieurs, essayer de voir aujourd'hui, 6 ans après, comment ce peuple qui a envie de changement, qui rêve de changement à l'intérieur du pays, alors certains change et se déplace, je le dis encore une fois, même si ce sujet malheureusement est sous silence auprès du pouvoir, hein, ce qu'on appelle les haragas, mais moi c'est vrai que je dis toujours c'est la famille algérienne hein, qui prend des embarcations de fortune et qui meurt en mer. Dernièrement, il y a quelques jours à peine, une future maman est notamment morte en Méditerranée. Le changement, c'est aussi lié à la démocratie, l'état de droit, la justice et les libertés. On va écouter le président algérien qui est aussi bien dans ses baskets et qui dit clairement qu'il n'y a pas de détenus, il n'y a pas de personnes punies, notamment pour son opinion. Je vais vous donner la parole, c'est mieux, mais il a aussi dit clairement que les détenus politiques d'opinion, c'est le mensonge du siècle. On l'écoute et on en parle. De la justice qui a repris avec encore plus de zèle. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'autre fille Boujma, il y a 10 jours, hein, de toute manière, hein, c'est ce que disait le ministre de la Justice. On écoute le président algérien. يعني رفع اللبس في بعض الأمور ورفع قضاء على سوء تفاهم. في بعض الأحيان سوء تفاهم مجاني يعني ما نعطيك مثال مثلا الناس يقول لك سجناء الرأي يقولوا كذا يقولوا كذا. أنا لما سمعت مع الأحزاب ومعهم قلت لهم أعطوني اسم الإنسان اللي يقوم بخرق قانون العقوبات والشيء اللي يحكم عليه قانون العقوبات مهما كانت الصفه نتاعو ما عندوش منع بإزاء القانون ولا كذا وما تعاقبش لان فيه تلفظ بشي حاجه ولا تلفظ اذا لازم نوصل اولا الى احترام المؤسسات.
Messieurs, ce soir, on pourrait faire un constat assez noir, assez sombre, accablant, des libertés en Algérie. Le dernier événement en date, c'est celui des élections. On ne peut pas dire qu'Abdelmadjid Tebboune a été bousculé, intimidé, serait-ce que je parle que sur son bilan. On a vu la une tout à l'heure, notamment d'El Moudjahid, ça veut dire long aussi sur les libertés d'expression en général, mais il y a aussi les libertés syndicales, la politique, les réseaux sociaux, les internautes. On voit depuis 6 ans, on pourrait faire une liste des dizaines de détenus. Aujourd'hui, on parle de 215, 220 selon notamment certains recensements d'ONG. C'est un dossier important, Nordine Aoussad. Je vais commencer avec vous. Il y a des résolutions européennes, il y a des chercheurs, des écrivains, des sénateurs, des députés, des observateurs, des avocats. Il y a le peuple algérien qui crie aussi colère par rapport à ce manque de liberté. Mais on a un président qui dit clairement qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Je vous lance là-dessus et je vous donne la parole à tous les trois. C'est un élément important car les gens nous regardent aujourd'hui, disent ok, l'Algérie est isolée diplomatiquement, il y a un problème d'économie, le mois, Inch'Allah, béni de Ramadan qui arrive dans une semaine, à comment les Algériens vont vivre économiquement parlant cette période. Donc il y a un changement qui est demandé. Comment les Algériens demain peuvent bousculer les choses, changer les choses avec ces libertés qui sont de plus en plus réprimées, Nordine Aoussad? Pour préciser déjà sur le dernier point, si Chaban, Ramadan arrive ou pas, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas de danger. Tant qu'il y a encore le pétrole qui rapporte un peu, tant qu'il n'y a pas d'accident sur le marché, tant qu'il n'y a pas une chute des prix des hydrocarbures... Oh, je ne sais pas, excusez-moi, il y a des souffrances tout de même. Ah, on peut se réveiller la semaine prochaine avec un kilo d'oignon qui passe à 800 dinars. Ça, c'est les problèmes de l'approvisionnement du marché, etc. Mais je dirais, c'est-à-dire dans l'ensemble, tant que tu as encore une rente pétrolière et de l'argent qui rentre d'une rente. Donc on peut dire qu'on n'est pas vraiment dans le risque. C'est pour cette raison qu'on a tous, je dirais, le devoir, je dis bien, d'exprimer, tous ceux qui sont au courant, qui connaissent, qui ont du recul, etc., d'exprimer leur grande inquiétude. Parce que c'est pas demain que le Moudjahid, quand les prix vont chuter et qu'on va se retrouver dans la crise pour l'eau, pour le blé, pour l'électricité, pour les logements, qu'on va dire ci ou ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de points noirs. Mais là où le bas blesse avec Abdelmadjid Tebboune et l'après-Hirak, c'est cette question des libertés et des droits fondamentaux. On s'est tous exprimés à l'époque de Bouteflika. On a écrit, moi je lui ai écrit une lettre ouverte en 2014, publiée par Algeria Watch, pour lui dire ne vous présentez pas, parce que ça ne sert à rien de vous présenter pour un 4e candidat. Si vous avez quelque chose à faire, vous l'auriez déjà fait dans les mandats précédents. C'est pire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pire que n'importe quelle période pour les libertés. Hein. Je dis bien, pour un oui ou pour un non, vous allez vous retrouver en prison. Ça fait 40 ans que je suis en France. 40 ans, je suis en France. Je rentre et je sors 3-4 fois par semaine. Il n'y a que c'est depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune qu'on rentre au pays, la peur au ventre, quand on finit par rentrer. Pourquoi ça ? Pour rien, parce qu'on s'est exprimé, et on s'est exprimé dans notre domaine. On a fait l'université, on a fait des travaux de mémoire et de recherche doctorale sur des sujets dont lui se parle légèrement, et on vient derrière, on rectifie, on donne l'analyse qui tient la route. C'est tout ce qu'on a fait, on a peur. Donc oui, effectivement, le grand point noir, je n'ai même pas besoin de revenir sur le 87 bis, etc. C'est les libertés, malheureusement, qui sont totalement étouffées, qui sont totalement mises sous le boisseau avec ce pouvoir. Les élites
Continuez là-dessus. Ça sera aussi les élites. il y en a c'est une question importante. Il y a des élites en Algérie, il y a des élites au sein de la diaspora. Vous en faites partie. Quand on est à l'étranger, c'est plus facile. D'ailleurs, certains disent que c'est plus facile d'écrire et de faire la politique à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Mais quelles seraient vos clés? Alors, c'est pas miraculeux, bien sûr. C'est tout un travail. C'est un travail de longue haleine dans le Dinaoussat. Mais qu'est-ce qu'on peut faire demain en Algérie pour que cette jeunesse continue à s'exprimer? Alors, il l'a fait en 2019. Quand le peuple veut, il peut aussi. Comment vous voyez les choses en termes de perspective pour essayer un peu de détrôner ou de militer contre ce pouvoir, j'ai envie de dire. Écoutez, ça a été dit tout à l'heure, si Jamaldine Benchenouf l'avait dit, Semenad l'avait dit. Moi, en 86, j'étais dans l'armée, j'étais dans le protocole de la 2e région militaire avec général Hussein Ben Ma'alem. On recevait des délégations étrangères du grade d'état-major des pays étrangers. On leur faisait visiter des entreprises industrielles de notre région. J'étais dans la 2e région militaire BCR à Ouaderhi, on leur visitait l'INELEC à Sidi Bel Abbas, on leur faisait visiter Inditex à Tlemcen, etc. Dans le textile, dans l'électronique, dans la boulangerie, coutellerie, etc. On était fiers, on ramenait de montrer à ces délégations-là ce qu'on avait comme industrie. Cette industrie-là, elle a disparu totalement. On a totalement désindustrialiser le pays. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de continuer à dire, vous n'êtes pas dans la bonne voie, vous n'êtes pas les bons hommes pour sauver le pays, pour le sortir de cette impasse, ni sur le plan politique, ni sur le plan industriel, ni sur un autre plan. Allez, partez, laissez la place à d'autres plus ambitieux et plus, je dirais, enthousiastes pour faire quelque chose de bien, eux qui n'ont pas fait de mal. Parce qu'on ne fait pas du bien avec ceux qui ont, pendant 3-4 décennies, fait que du mal à l'Algérie. Je m'arrête ici. Docteur Sidi Ahmed Sidi Menad, effectivement, qui dit état de droit dit liberté, qui dit liberté dit démocratie. Et c'est comme ça aussi qu'on on avance. Ça devrait être positif pour un pouvoir d'avoir toute une jeunesse qui écrit, des anciens qui interviennent, des médias ouverts. Je pense que c'est là où il y a un fossé énorme entre le pouvoir et le peuple. Il y a eu un boycott général le 7 septembre 2024, moins de 10%. Il aurait tout à gagner à ouvrir le champ démocratique, le pouvoir. D'abord, j'aimerais parler d'un outrage de M. Tebboune concernant les détenus politiques. Les assimiler à détenus de droit commun, c'est inacceptable, c'est indigne, notamment d'un chef d'État. Il aurait pu utiliser peut-être une autre formule un peu moins brutale, mais là, soyons sérieux. Et surtout, et je le dis, en mettant côte à côte la une d'El Moudjahed, les dérives d'un ministre de la Justice, d'un ministre de la Communication, etc., toutes nos élites devraient se soulever contre ça. Dire, mais ça suffit. Ils ne peuvent pas se taire, ces élites. Moi, j'en appelle à ces élites. Comment pouvez-vous aujourd'hui accepter tous ces outrages qui sont faits au peuple algérien et dont eux sont issus? Mais d'un autre côté, moi, en toute honnêteté, ça coûtera ce que ça coûtera. Je ne peux pas dire à ce pouvoir, voyez où est votre intérêt, mettez-vous de côté pour que le pays se développe. Il n'y a pas de possibilité de rédemption. Si Benchenouf le dit souvent, il n'y a pas de possibilité de rédemption de ce pouvoir. Il est complètement sclérosé, il est devenu tellement compact qu'il n'arrive même plus à bouger lui-même. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça, parce qu'à un moment donné, je le dis, j'espère avoir tort, franchement, qu'à un moment donné, ça puisse aller vers l'écroulement. Et cet écroulement, il sera comment? C'est la grosse question qu'on doit se poser. Donc, il n'est de notre devoir, que ce soit la diaspora, que nos braves citoyens en Algérie, tout qu'on constitue une union pour justement arriver à un certain rapport de force avec ce pouvoir. Parce que attendre de ce pouvoir qu'à un moment ou à un autre, ils disent « Ah ben oui, effectivement, je me rends compte que je suis allé dans la mauvaise direction, je suis désolé. » Mais il a un autre objectif, il est clair, encore une fois, c'est continuer à exister de par la répression. On le voit. Même après, vous vous rendez compte, un président qui, soi-disant, entre guillemets, vient d'être réélu,
a encore accentué, pas lui, mais le système, en quelque sorte, la répression. Donc il n'y a rien à attendre de ce pouvoir. Si on n'arrive pas à nous unir, et c'est ce que nous devons faire, et nous le ferons, pour justement établir un rapport de force, pour amener ce pouvoir à effectivement comprendre qu'il n'a plus sa place. Parce que si c'est de la morale qu'on doit adresser à ce pouvoir, je suis désolé, mais on n'y arrivera pas. Donc c'est à nous, c'est notre rôle, et je le dis en toute humilité, nous avons ce devoir de parler à notre peuple. Je n'ai aucun complexe à dire je m'adresse au peuple algérien, parce que je fais partie de ce peuple. Ça ne veut pas dire que j'ai la solution, mais la solution, elle est en nous tous. Et que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de nos braves militants en Algérie. Et il y en a beaucoup, croyez-moi. Voilà. Je reviens à vous, il nous reste encore du temps. C'est ce que disait Nordine Aoussad. C'est vrai que continuer à s'exprimer, à dire, c'est déjà un pas. Jamal dit, vous allez réagir bien sûr sur les libertés. Je vais pousser aussi la question. C'est un pouvoir qui se rend compte tout de même aujourd'hui dans une Algérie jeune, dans ce pays, les réseaux sociaux, enfin les frontières sont ouvertes, tout se sait, tout se dit. Il y a aussi, c'est une réalité, il y a aussi des gifles, la gifle électorale du 7 septembre, enfin elle est signée, elle est actée, mais encore une fois, même sur ces dossiers-là, c'est un pouvoir qui ne se remet pas en question. En quoi il a besoin, bien sûr en suivant vos analyses aux uns et aux autres, en quoi aujourd'hui ce système, ce pouvoir a besoin de continuer à diriger, a besoin de... Qu'est-ce que réellement il gagne, qu'est-ce qu'il domine, pourquoi est-ce qu'il ne... Je vais être direct, pourquoi est-ce qu'il ne s'en va pas en ouvrant des élections, un champ politique, et puis en avançant dans ce sens? D'abord, Chaban, je vais essayer de poser un peu, j'allais dire, une trame aussi grossière soit-elle, je vous en prie, du système en tant que tel. D'abord... Important pour comprendre, oui. Ouais, d'abord, ce système est un système médiocrate, sinon mafiocrate. Il ne peut pas générer du mérite, il ne peut pas générer de l'intégrité, il ne peut pas générer des postures laborieuses, il ne peut pas générer des domaines scientifiques de la recherche, de l'investissement, de la vision économique. Il ne peut pas. C'est un système foncièrement médiocrate et dont les passerelles d'accès à la rente, au poste, aux fonctions, aux charges de l'État se monnaient à qui est le plus médiocre, à qui est le moins intègre, à qui entre dans la logique du système. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Vous ramenez un magistrat. Moi, je connais un cas précis, mais je ne nommerai pas la wilaya. Vous ramenez un magistrat intègre. Il a échappé au tamis systémique. Il est passé, il se retrouve magistrat. Vous l'envoyez dans une cour où tous les magistrats quasiment sont corrompus. Les seuls qui ne sont pas corrompus, généralement, ils rasent les murs. Ils se font oublier. Ils essayent d'obtenir des postes où ils peuvent ne pas se salir, à la limite, et en s'effaçant totalement. Ce magistrat, comme par hasard, il a une fonction très importante, par exemple procureur. Il paralyse toute la cour. Parce qu'ils ne peuvent pas s'accommoder de quelqu'un qui n'est pas corrompu, qui est là avec eux. C'est comme s'il les surveillait. Ils le prennent tout de suite il est scruté. En grippe. Il y a aucun... Ah non, mais qu'est-ce qu'il faut là entre nous? Il est venu nous espionner ou quoi? C'est un exemple. Hein, Et donc, dans cette trame, donc, il y a d'abord un système qui est médiocrate, qui a capté le pouvoir par la force, par la subversion, par le coup d'État, par les coups fourrés, par les coups tordus, et qui a réussi à se maintenir depuis 62 à ce jour. C'est le même. Si l'occasion se présente de déclencher un débat sur ça, pourquoi est-ce le même? Moi, j'ai des tas d'arguments où je prouve que c'est le même. C'est le même système. Et à ça, d'abord le système en tant que tel. Dans la même trame, un pays doit manger, il doit vivre, il doit fonctionner. Donc il y a le système économique. L'économie, alors, mais c'est un cas unique dans le monde. Et je pèse mes mots, unique dans le monde. Le système économique algérien est unique dans le monde. Pourquoi? Il est à 60% au moins
informel. Oui. Ça veut dire que les acteurs économiques, à part la Sonatrach et les salariés parce qu'ils ont des fiches de paye, les salariés déclarés, et la Sonatrach et quelques sociétés nationales, le secteur économique ne paye pas d'impôts. Informel, c'est-à-dire que personne, oui, c'est ça, pas de taxes, pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de contributions fiscales, ils ne payent pas de TVA, ils ne payent rien. On ne peut pas savoir ce qu'il fait. On peut pas, par exemple, le marché de change en Algérie, qui sont les plus sollicités, c'est les marchés, comment on les appelle Square. Au square, oui. Square, ما كانش غير في الجزائر. سكوار تاع وارن، سكوار تاع باتنا، سكوار تاع خيشة، سكوار تاع سبتنا. Il y a des marchés de devises sur les capots des voitures en millions de dollars tous les jours qui se trouvent au Il centre-ville. nous reste du temps, gardez la parole. Mais quand vous dites cette économie informelle, c'est vrai qu'il y a ce change, on est quoi, à 240, je crois, de 250 l'euro. Voilà, à peu près l'euro. Mais en fait, sur les 6 ans, enfin sur les années, vous allez peut-être me démentir, mais sur les années d'expérience que vous avez, même en tant que journaliste, les uns et les autres, c'est pas un pouvoir qui se préoccupe de ce problème de change. Il y a même apparemment des responsables, des hauts responsables qui vont changer leur... ça arrange le pouvoir, cette économie informelle. Il n'y a pas que ça. C'est pas qu'ils recourent eux-mêmes au marché de change. S'ils l'alimentent. Parce que beaucoup de gens pensent que les devises qui se trouvent dans les squares, comme on dit, les marchés parallèles de change, ils ne proviennent que de l'émigration qui ramène ces devises au pays, qui les vendent. Non. Alors qu'est-ce que gagne le pouvoir en faisant ça? C'est la surfacturation à l'importation. C'est des gens... La corruption? Non, c'est des gens qui, soi-disant, sont des capitaines d'industrie, qui recourent à la banque pour financer leurs importations en devises. Ils donnent du dinar, on leur donne des devises, par le billet bancaire, des lignes de crédit divers. Ils vont acheter de la marchandise, mais quand ils achètent de la marchandise, par exemple, ils achètent du maïs, par exemple. Il achète, par exemple, moi je ne connais pas les prix, il achète, par exemple, 2 € la tonne. Lui, qu'est-ce qu'il déclare? 20 € la tonne. Ah oui. Les 18 de surfacturation, ils sont blanchis dans sa société. Il s'achète de lui-même. Il achète à sa propre société, une société écran. Et cet argent, il est déposé dans le compte bancaire, par exemple, français, qui devient un argent blanchi. Oui, c'est une sorte de corruption. Et après, il prend une partie de cet argent, il la ramène en Algérie, il la vend au marché noir, au square, et avec les bénéfices qu'il produit, il paye tout. Il paye ce qu'il a acheté en devise pour financer son importation, il paye la construction de sa villa, il paye la construction de sa piscine, et il fait des bénéfices en plus. Mais attends, Chaban, il y a plus. Donc on a dit système médiocrate, économie informelle, 60%. Et les pays, on ne peut pas avoir un pays, une économie saine sans l'impôt. Ah oui, il y a une redistribution des richesses. Bien sûr. Et puis totalement. ça, quand tu perçois l'impôt, ça te permet de savoir qui est qui fait quoi, qui possède quoi. Or là, c'est D'investir le aussi. brouillard. D'investir. Et tu sais pourquoi? Parce que tous les barons du régime, qui sont tous les propriétaires de l'économie informelle, sont des barons du régime eux-mêmes. Parce que sinon, Donc ça les arrange. si ce n'était pas le cas, moi je suis Tebboune, qu'est-ce que je fais? Ah, mais il n'y a aucun problème. J'appelle le ministre des Finances, je lui dis mettez en place un dispositif pour changer les billets de banque dans une semaine. Qu'est-ce qu'ils font les gens de l'économie informelle? S'il ne change pas son argent, s'il ne le met pas dans la banque, ça devient du papier. C'est du papier. Donc il ramène tout cet argent qui est thésaurisé, il le ramène à la banque, et là on sait qui est qui possède quoi, qui fait quoi. Et à l'avenir, il paye l'impôt. Mais pourquoi il ne fait pas Tebboune? S'il le fait, c'est un coup d'État. Parce qu'il touche à l'argent des généraux, de leurs parents, de leurs clients, des barons du régime, des zama capitaines d'industrie et tout. Alors, le dernier élément de cette trame un peu grossière, je simplifie. Ce régime, s'il veut continuer comme ça, garder le pouvoir dans de telles conditions, et qui a la chance d'avoir une rente qui ne lui coûte rien, c'est une manne qui lui tombe, une manne céleste, souterraine plutôt, qui lui tombe dans le giron. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire quelque chose, sinon ça ne marche pas. Il doit neutraliser la conscience politique de tout le peuple.
Et c'est pour ça que je reviens à votre question, celle des élites. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'élite au pays. Il y a un potentiel d'élite, mais qui ne peut pas émerger, être activé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est les élites en fait? Qu'est-ce que c'est une élite? Qu'est-ce que c'est? Les élites sociales, c'est quoi? C'est une caste généralement qui sort de l'université, qui dans tout domaine, généralement, dans tous les domaines, et qui s'implique dans la vie politique, sociale, économique du pays, et qui est généralement le fer de lance de la contestation politique, et qui est aussi la diversité politique. Moi, je suis islamiste, l'autre, il est républicain, démocrate, laïque, etc. Or, le régime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des partis factices, il a créé des institutions factices, il a créé un discours factice, une presse aux ordres, des relais sociaux qui viennent des organisations de masse du GTA, ou la Tchouhada, ou la Moujahidine, qui sont grassement rétribués et qui donc sont autant de courroies de transmission pour fliquer le peuple, pour l'empêcher de bouger, pour étouffer sa parole. Et c'est un peu dans tout ça que ça se passe. Et c'est pour ça que les élites de la diaspora sont très, très, très suivis de très près par le régime qui fait tout. Et vous avez la Doualem et les trucs là. Oui. Ils font tout pour lui faire peur, pour le terroriser, jusqu'à envoyer des gens qui appellent au meurtre contre les opposants. Ben c'est un peu tout ça, pardon de l'avoir fait de façon aussi brouillonne, mais non, mais c'est intéressant. On est là pour ça. On va regarder cette vidéo et là on parle des étudiants, notamment. Il est important de les citer. Il y a eu tous les vendredis, mais juste derrière, il y a eu tous les mardis. Et d'ailleurs, les mardis qui ont rapidement été rejoints par la famille algérienne du vendredi, les étudiants dans le Hirak. Voilà, on est en direct. Et puis, ces quelques images avant de vous donner le mot de la fin. Tout de même, la diaspora, on en parlait tout à l'heure. Il y avait de la diaspora à Paris hier, mais là, voilà, quelques souvenirs aussi de ces images, puisque la diaspora, à travers le monde, a énormément joué. Elle joue encore son rôle. Voilà, des images que vous pouvez retrouver bien sûr sur nos réseaux. Messieurs, voilà, 1 minute 30 chacun, carte blanche, le mot de la fin. Très rapidement, en 1 minute, donc j'apporte tout d'abord ma gratitude, mes remerciements au peuple algérien, puisque nous célébrons, pas nous commémorons la 6e année du Hirak. Je le dis sincèrement, en toute humilité, merci à mes compatriotes algériens, parce qu'ils m'ont redonné le goût de l'Algérie, ils m'ont redonné l'amour de l'Algérie, ils m'ont redonné la fierté de l'Algérie. J'ai passé 5 ans, mon dernier article c'est 2014, je n'ai rien écrit jusqu'en 2019, j'étais presque en divorce avec l'Algérie, mon pays, quand je voyais un président assis sur une charrette, il ne bouge pas les paupières, il ne bouge pas rien, donc j'avais honte de ce pays-là, jusqu'à ce que vienne le Hirak, cette révolution du sourire, qui m'a redonné le sourire. Merci. De fond du cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci professeur pour ces quelques
ces quelques mots. Eh bien, moi j'ajouterais à ce que dit notre ami, cher ami, je dirais, le professeur Nordin Aoussat. Moi aussi, j'ai été repris par le virus de la militance, si j'ose dire, parce que j'ai été dans une ancienne vie, comment dirais-je, au siècle dernier, j'ai été membre de l'exécutif du FFS et nous y croyions déjà à l'époque. Et puis, malheureusement, après, les choses se sont estompées. Je ne peux pas dire que je n'y croyais pas, mais j'avais très mal pour mon pays. Donc le Hirak m'a aussi redonné, comme à Nordin, ce virus de militer pour le pays. Et je peux lui dire à ce peuple grand et fier, qu'on est là. On va continuer à prendre l'étendard et dire que nous ne nous laisserons jamais abattre. Nous nous unirons pour justement dégager ce pouvoir. Jamel Dine, la dernière minute, moi, j'aimerais profiter de l'occasion, Chaban, pour rendre un hommage à mon ami Nordin Aoussat. C'est un homme admirable, honorable, qui a été perquisitionné il y a quelques jours par la police française, dont un membre de l'équipe de la brigade portait une cagoule. D'abord, on en a parlé, Nordin Aoussat à moi, et ce qui m'a fait beaucoup plaisir, ce qui m'a vraiment montré combien cet homme est digne du plus grand respect, c'est qu'il m'a dit « je fais confiance à la justice française ». Et c'est l'un des rares Algériens binationaux qui sont français et algériens à ne pas cacher sa nationalité française. Au contraire, il dit tout le temps qu'il est fier d'être français, qu'il défend les valeurs de la France, qu'il remercie ce pays de l'avoir accompagné ainsi que sa famille. Ce qu'il a subi est d'une injustice hurlante. La police française, qui est une police républicaine, lui a remis une copie du rapport de police que nous avons lu tout à l'heure ensemble. Je n'ai même pas demandé la permission à mon ami de dire ce que je suis en train de dire. Je vous prie de le croire. J'espère que je ne vais pas le fâcher. Confiance aussi. Merci. Alors, pourquoi lui a-t-on fait subir ça? Pour son soutien à la Palestine? Pourquoi ne fait-on pas, dans ce cas, subir de telles pressions à tous les Français de souche, comme on dit, les Français blancs qui soutiennent la Palestine et qui se comptent aujourd'hui en millions? C'est même pas en milliers, en millions de Français. On lui reproche d'être, dans ce rapport, d'être passé une fois à El Magharibiya. Et moi, qui étais à votre place, Chaban, moi seul, sans compter les autres émissions, je l'ai reçu des dizaines de fois. Et ces émissions sont consultables. Elles sont sur le YouTube. Elles sont publiques. On peut les consulter. Nordin n'a jamais appelé à la violence, ne s'est jamais revendiqué islamiste. Encore que pour moi, personnellement, se revendiquer d'une mouvance islamiste n'est pas un mal en soi. Il y a des islamistes que je connais qui ont une vision non pas chariatique de l'islamisme, qui pour empêcher les femmes de sortir comme elles veulent s'habiller ou de flageller les gens, qui ont une perception civilisationnelle. Je m'excuse, Chaban, ça vaut le coup, Nordin mérite qu'on le montre sous son véritable visage. Nordin Aoussat est un Français, en même temps qu'un Algérien. Il honore ces deux nationalités avec un talent et avec un sens de l'honneur absolument incroyable. C'est un homme vertueux. Et je rappelle, il rapproche d'avoir été reçu le Magharibiya. Pourquoi le Magharibiya? Parce que son principal responsable est le fils de Abbasi Madani, qu'ils doivent, avec tout ce que cette famille a souffert, toute sa famille a subi de diffamation, de calomnie, d'injustice, ses propres enfants, dans Oussama, n'ont pas été autorisés à assister aux propres funérailles de son propre père. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas islamiste. Moi Oussama m'avait recruté à l'époque. Pourquoi il m'a recruté?
parce que je ne suis pas islamiste. Parce que moi, je combattais l'islamisme. Mais, Samahni Chaban, je dois vraiment aller au bout, je ne vais pas tarder. Mais Chaban, moi j'ai défendu les islamistes parce que parce qu'ils ont subi une injustice, parce qu'il y a eu un coup d'État militaire contre la volonté populaire qui les a portés au pouvoir législatif. Mais l'un dans l'autre, pour revenir, ne pas gêner votre horaire, je rends hommage à mon ami Sinordine Aoussat, et j'espère, et je suis sûr, et je fais confiance à la justice française, autant pour le réhabiliter et lui restituer, je ne dirais pas son honneur, parce que son honneur est sauf, il n'a jamais été maculé, mais pour le remettre dans ses droits, et en même temps, c'est Al-Maghalibi qui figure sur ce rapport de police, qu'on la restitue dans ses droits aussi, parce qu'elle a subi un déni de service, une forfaiture qu'il a expulsée de Telsat et qui ne lui a pas offert le droit d'émettre comme n'importe quelle chaîne et qui ne lui a présenté aucun motif valable. Raison. Et j'en aurais fini et je vous remercie. Effectivement, un déni de service et sans aucune raison, bien évidemment, aujourd'hui connue officiellement. Nordine Aoussat, merci, on peut vous retrouver sur les réseaux. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et ça a toujours été constructif. Effectivement, docteur Sidi Ahmed Silmenad, merci d'avoir été avec nous. Djamadine Benchenouf, qu'on ne présente plus. Merci aussi au docteur Nora Bekou. Je voudrais bien évidemment remercier infiniment nos techniciens, les personnes de l'ombre à la rédaction, au graphisme, au montage, vraiment qui font un travail dans l'ombre depuis toutes ces années. Alors nous, c'est pas terminé puisqu'on continue ce soir avec El Ombre et puis on continue dès demain puisque c'est la chaîne aussi des libertés. Et on vous remercie vous aussi. On va terminer sur ces quelques images. El Magharibiya Qanat Shab, la chaîne du peuple, c'est vous qui l'avez dit pendant le Hirak, donc on voulait aussi vous rendre hommage. Bonne soirée à tous et merci.